Je m'appelle Juliette, j'ai 27 ans et pendant 5 ans, j'ai payé le crédit immobilier de mes parents tout en construisant ma carrière. J'ai sacrifié mes propres rêves pour les maintenir à flot après que mon père a perdu son entreprise. Je ne me suis jamais plainte, je virais simplement l'argent chaque mois, en silence. Mais le printemps dernier, quand j'ai enfin donné la priorité à mon propre avenir avec mon copain Thomas, ils ont explosé. « Tu es une ingrate !» ont-ils hurlé. « Sors d'ici et ne reviens jamais !» C'est ce que j'ai fait. 3 mois plus tard, mon père m'a envoyé un SMS. « Pourquoi n'as-tu pas payé le crédit ?» Avant de vous raconter comment j'ai répondu au message choquant de mon père, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo et cliquez sur « J'aime » si vous vous êtes déjà senti non apprécié par votre famille. En grandissant, nous étions une famille typique de la classe moyenne dans la banlieue de Lyon. Mon père, Philippe, travaillait comme responsable régional pour une entreprise manufacturière et ma mère, Valérie, était réceptionniste à mi-temps dans un cabinet dentaire. Nous n'étions pas riches, mais nous avions assez pour une vie confortable dans notre pavillon modeste avec 4 chambres. Tout a changé quand j'ai eu 12 ans. L'entreprise pour laquelle mon père travaillait a réduit ses effectifs et il a été parmi les premiers licenciés. La pression financière a été immédiate et intense. Ma mère a pris 2 emplois supplémentaires comme serveuse et vendeuse le week-end. Je me souviens encore des cernes sombres sous ses yeux alors qu'elle courait d'un travail à l'autre. Pendant ce temps, mon père peinait à retrouver un emploi comparable. Son orgueil en avait pris un coup et il devenait de plus en plus amer face à sa situation. Mon jeune frère, Maxime, n'avait que 8 ans à l'époque. Ayant 4 ans de moins que moi, il a été quelque peu protégé du pire du stress familial. Mes parents ont veillé à ce que sa vie reste aussi normale que possible. Il a continué ses activités sportives et recevait de nouveaux vêtements dès qu'il en avait besoin. Je comprenais pourquoi il le protégeait, mais cela a établi un schéma qui allait se poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Je me suis jetée dans les études, comprenant très tôt que l'éducation serait mon ticket vers la stabilité. Pendant que mes parents étaient occupés par leurs problèmes d'argent et l'enfance de Maxime, je maintenais discrètement des notes parfaites. Je rejoignais tous les clubs académiques possibles et passais mes week-ends à étudier au lieu de sortir. En terminale, mes efforts ont payé lorsque j'ai reçu une bourse importante pour une grande école de commerce. L'université était difficile, mais gratifiante. Je me suis spécialisée en marketing avec une mineure en gestion d'entreprise, terminant major de ma promotion. Mes parents ont assisté à ma cérémonie de remise des diplômes, mais leurs éloges étaient tièdes, au mieux. Papa a brièvement mentionné être fier avant de détourner la conversation sur le tournoi de football de Maxime. Maman a simplement dit « Maintenant, tu vas pouvoir trouver un bon travail et aider à la maison. » Et j'ai trouvé un bon travail, décrochant un poste chez Dupuis & Associés, l'une des agences de marketing les plus prestigieuses de la région. Le salaire de départ était impressionnant pour une jeune diplômée, et je ressentais un mélange de fierté et de soulagement. Enfin, je pouvais voler de mes propres ailes et peut-être aider à alléger le fardeau financier de mes parents. À ce stade, leur situation financière s'était considérablement dégradée. Mon père avait lancé une petite entreprise de matériaux de construction qui battait de l'aile depuis le premier jour. Ils avaient fait racheter leur crédit immobilier plusieurs fois et les mensualités avaient explosé. Quand j'ai découvert qu'ils avaient 3 mois de retard sur les paiements et risquaient la saisie immobilière, je suis intervenue sans hésitation. Je couvrirai les mensualités du crédit jusqu'à ce que vous vous remettiez sur pied, leur ai-je dit lors du déjeuner dominical en glissant un chèque pour le montant en retard. Ma mère l'a accepté avec un petit reniflement, disant « Il était temps que tu contribues », tandis que mon père marmonnait quelque chose sur le fait de me rembourser un jour. Il n'y avait aucune gratitude, juste une attente tacite que c'était, d'une manière ou d'une autre, mon obligation. Ce qui devait être un arrangement temporaire s'est étiré sur des années. Chaque mois, je virais 1 600 € sur leur compte pour le paiement du crédit. Cela impliquait des sacrifices importants de ma part. Au lieu de louer un bel appartement près de mon bureau, je partageais un 3 pièces exigu avec 2 colocataires dans un quartier moins prisé. Je conduisais une vieille voiture qui avait plus de 240 000 km au compteur. Les vacances étaient inexistantes et j'achetais mes vêtements dans des magasins de déstockage pendant que mes amis faisaient du shopping dans des boutiques. Pendant ce temps, Maxime a abandonné son BTS après un semestre, déclarant que ce n'était pas son truc. Mes parents ne lui ont jamais mis la pression pour qu'il y retourne ou trouve un emploi à temps plein. Il faisait quelques extras comme barman, mais passait la plupart de son temps à jouer aux jeux vidéo dans le sous-sol de nos parents.
Chaque fois que je suggérais gentiment qu'il contribue aux dépenses du ménage, ma mère prenait immédiatement sa défense. « Il se cherche encore », disait-elle. « Tout le monde ne peut pas être un bourreau de travail comme toi, Juliette. » Ça faisait mal. Je n'étais pas un bourreau de travail par choix, mais par nécessité. Je subvenais non seulement à mes besoins, mais je finançais aussi le train de vie de mes parents. Pourtant, à leurs yeux, le manque de direction de Maxime était d'une certaine manière plus acceptable que mon éthique de travail, dévouée. Malgré ces frustrations, j'ai continué à les aider. Chaque mois, l'argent quittait mon compte comme une horloge. Je n'ai jamais manqué un paiement, même lorsque j'avais mes propres dépenses imprévues. Je me disais que j'étais une bonne fille, que la famille prend soin de la famille. Mais au fond de moi, une rancœur grandissait, une rancœur que je ne pouvais pas totalement admettre, même à moi-même. Après 5 ans de carrière chez Dupuis, mon travail acharné a finalement payé avec une promotion significative au poste de directrice de clientèle senior. Cela s'accompagnait d'une augmentation de salaire considérable, mais aussi de responsabilités accrues et de déplacements fréquents. J'étais folle de joie pour cette reconnaissance et ces nouvelles opportunités, mais mes parents semblaient plus préoccupés par la façon dont mon nouvel emploi du temps allait les affecter. « Alors, ça veut dire que tu seras moins présente ?» a demandé ma mère quand j'ai partagé la bonne nouvelle au dîner. « Ton père a besoin d'aide avec la paperasse de l'entreprise le week-end. » Je gérais la comptabilité de mon père depuis des années bénévolement, passant la plupart de mes dimanches à trier ses reçus et factures désorganisés. La perspective de réduire cet engagement à cause des voyages d'affaires semblait éclipser totalement ma réussite professionnelle. « Je peux aider quand je suis en ville », ai-je proposé. Mais je devrais peut-être engager un comptable à temps partiel pour l'entreprise de papa avec mon nouvel emploi du temps. « On ne peut pas se payer un comptable », a raillé mon père. « C'est pour ça qu'on t'a, toi. » Cette déclaration m'a frappée comme un coup de poing dans le ventre. Pas de « nous sommes fiers de toi » ou de « félicitations pour ton travail acharné ». Juste un rappel que ma valeur principale pour eux était d'être une main-d'œuvre gratuite. L'augmentation des voyages a apporté un autre avantage inattendu, la distance par rapport aux exigences constantes de ma famille. Lors de voyages d'affaires à Paris, Bordeaux ou Marseille, j'ai vécu de brèves périodes de liberté loin des obligations familiales. Les chambres d'hôtel devenaient des sanctuaires où personne n'avait besoin de rien de ma part. J'ai commencé à réaliser à quel point je me sentais tendue et anxieuse en présence de mes parents, car ces sentiments se dissipaient quand j'étais loin. Cette nouvelle prise de conscience m'a amenée à consulter un thérapeute. Le docteur Mercier, une femme compatissante dans la cinquantaine, m'a aidée à reconnaître les dynamiques malsaines qui s'étaient développées dans ma famille. « On dirait que vous êtes devenu le parent dans cette relation ?» a-t-elle observé lors de notre 3e séance. « Vous soutenez financièrement vos parents tout en recevant peu de soutien émotionnel en retour. Ces séances sont devenues ma bouée de sauvetage, un espace où je pouvais exprimer des frustrations que j'avais enfouies pendant des années. Le docteur Mercier m'a encouragée à poser des limites, un concept qui m'était totalement étranger lorsqu'il s'agissait de ma famille. C'est à cette époque que j'ai rencontré Thomas lors d'une conférence marketing à Lyon. C'était un ingénieur en informatique avec un regard doux et un rire facile. Nous nous sommes rapprochés grâce à notre amour partagé pour les podcasts sur les affaires criminelles et la cuisine épicée. Contrairement aux précédents rendez-vous qui perdaient tout intérêt lorsqu'ils apprenaient mes engagements familiaux, Thomas a écouté avec une véritable empathie quand j'ai expliqué ma situation. « Tu es incroyablement loyal », a-t-il dit, « mais n'oublie pas d'être loyal envers toi-même aussi. » Notre relation a progressé naturellement et joyeusement. Pour la première fois, j'ai ressenti ce que c'était que d'être avec quelqu'un qui célébrait mes succès et me soutenait dans les épreuves sans tenir les comptes. Thomas m'a montré à quoi ressemblait un amour sain. Et cela a rendu la nature transactionnelle de mes relations familiales encore plus apparente par contraste. Lorsque j'ai présenté Thomas à mes parents lors d'un dîner chez eux, leur réaction a été tiède au mieux. Ma mère a posé des questions pointues sur ses origines familiales, semblant déçue d'apprendre que son père était plombier et sa mère employée de cantine scolaire. Mon père a à peine participé, n'offrant que des réponses brèves lorsqu'on s'adressait directement à lui. « Il a l'air assez gentil », a dit ma mère après coup. « Mais tu ne penses pas que tu pourrais trouver quelqu'un de mieux établi, quelqu'un qui pourrait vraiment t'aider à avancer ?» Son sous-entendu était clair. La valeur de Thomas était mesurée par ce qu'il pouvait apporter matériellement, tout comme la mienne l'avait été. « Thomas me rend heureuse », ai-je répondu fermement. « C'est ce qui compte pour moi. »
Ce petit acte de défense de moi-même et de Thomas a marqué le début d'un changement en moi. Avec les conseils du docteur Mercier et le soutien de Thomas, j'ai commencé à poser des limites modestes. J'ai réduit mes séances de comptabilité du dimanche à 2 fois par mois. J'ai arrêté de répondre à chaque appel paniqué de ma mère pour des problèmes domestiques mineurs. J'ai refusé de prêter 5 000 € à mon père pour une énième idée d'entreprise qui échouerait sûrement comme les autres. Chaque limite a été accueillie par de la résistance, de la culpabilisation et des commentaires passifs-agressifs. Ma mère est devenue particulièrement douée pour me faire sentir égoïste d'avoir une vie en dehors de l'aide que je leur apportais. J'imagine que ton nouveau copain et ton travail chic sont plus importants que ta famille maintenant, disait-elle quand je ne pouvais pas tout laisser tomber immédiatement pour les aider. La tension a atteint son paroxysme lorsque mon frère Maxime a annoncé qu'il voulait retenter l'université, sa 3e tentative. Mes parents se sont automatiquement tournés vers moi pour couvrir ses frais de scolarité et ses dépenses. « Ton frère mérite une autre chance », a dit mon père. « L'éducation est importante. » L'ironie du fait qu'ils avaient à peine reconnu mes propres réussites scolaires ne m'a pas échappé. Pour la première fois, j'ai refusé catégoriquement. « Je paie déjà votre crédit immobilier », ai-je déclaré calmement. « Je ne peux pas payer des frais de scolarité en plus de ça. » Maxime a 23 ans maintenant. Il peut demander une bourse ou travailler à mi-temps comme je l'ai fait. Mes parents ont été choqués par mon refus. À leurs yeux, j'avais rompu un contrat familial tacite. J'étais la pourvoyeuse, la responsable qui réglait les problèmes de tout le monde. En disant non, j'avais perturbé tout le système familial. Le traitement du silence a duré des semaines, avec une communication minimale au-delà de la logistique nécessaire pour le paiement du crédit. Malgré l'inconfort, tenir bon m'a donné un sentiment surprenant de pouvoir. Chaque petite limite était une reconquête de ma propre vie, une déclaration que je comptais aussi. Ces changements progressifs nous menaient vers une confrontation qu'aucun de nous n'aurait pu anticiper. Au printemps, Thomas et moi sortions ensemble depuis près de 8 mois. Notre relation s'était approfondie au point où nous discutions d'un avenir ensemble, y compris la possibilité d'acheter une maison. Après de longues discussions, j'ai décidé qu'il était temps de faire une présentation officielle entre Thomas et mes parents, espérant qu'un dîner formel pourrait les aider à voir à quel point il était important pour moi. J'ai passé des heures à préparer le déjeuner du dimanche, coachant Thomas sur les sujets potentiels à aborder avec mon père et le prévenant de la tendance de ma mère à poser des questions intrusives. Thomas, toujours solidaire, m'a assuré qu'il pouvait gérer ça. « Ils sont importants pour toi, donc ils sont importants pour moi », a-t-il dit en me serrant la main alors que nous nous garions dans l'allée de mes parents. La maison modeste à un étage où j'avais grandi semblait la même que toujours, bien que la peinture s'écaille par endroits et que le jardin de devant, que ma mère entretenait autrefois avec soin, ait été envahi par les mauvaises herbes. Ces petits signes de négligence reflétaient le déclin général de l'autosuffisance de mes parents que j'avais remarqué au fil des ans. Ma mère a ouvert la porte avec un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. Elle était habillée plus formellement que d'habitude pour un repas de famille, peut-être pour imprimer à Thomas le statut social qu'elle croyait que notre famille maintenait. « Bienvenue », a-t-elle dit avec raideur, acceptant le bouquet de fleurs que Thomas avait apporté avec un merci sommaire, avant de le poser sur la table d'appoint, sans même prendre la peine de le mettre dans l'eau. Mon père était dans son fauteuil inclinable à regarder le golf, levant à peine les yeux quand nous sommes entrés dans le salon. Il s'est finalement levé pour serrer la main de Thomas avec un enthousiasme minimal, avant de tourner immédiatement la conversation vers un problème avec sa camionnette professionnelle. « La transmission est en train de lâcher », m'a-t-il informé, ignorant complètement Thomas. « Ça va coûter au moins 2 000 € à réparer. » L'implication flottait dans l'air, une demande d'aide financière tacite qui était devenue bien trop familière. J'ai délibérément changé de sujet, orientant la conversation vers des thèmes neutres alors que nous passions à la salle à manger. Le repas était un rôti de bœuf, et ma mère a fait remarquer avec insistance que c'était le jour de chance de Thomas, puisqu'elle faisait habituellement le plat de poulet préféré de Juliette le dimanche. Une autre pique subtile, établissant que Thomas perturbait les habitudes familiales normales. La tension autour de la table était palpable alors que nous commencions à manger. Ma mère a dominé la conversation avec un récit détaillé du mariage de la fille de la cousine Diane, soulignant le coût et la grandeur de l'événement. J'ai reconnu cela comme sa façon de communiquer le prétendu statut social de notre famille. Finalement, elle a tourné son attention vers Thomas. «
Alors, Juliette a mentionné que vous travaillez avec les ordinateurs. Oui, je suis ingénieur logiciel pour une société de technologie médicale, a répondu poliment Thomas. Nous développons des applications pour les prestataires de santé. Est-ce qu'il y a beaucoup de sécurité là-dedans? A interrompu mon père. On dirait que tous ces emplois technologiques finissent par être délocalisés à l'étranger. Avant que Thomas ne puisse répondre, ma mère a ajouté « Et qu'en est-il de l'avancement? Juliette est sur une voie professionnelle très prometteuse. » L'interrogatoire a continué tout au long du plat principal avec des questions sur les économies de Thomas, son plan sur 5 ans, et même si son entreprise offrait une bonne mutuelle. Thomas a géré chaque question avec grâce et honnêteté, bien que je puisse voir son malaise grandir. Lors d'une brève accalmie dans la conversation, j'ai décidé de partager notre nouvelle excitante, espérant que cela pourrait changer la dynamique. Thomas et moi avons parlé d'acheter une maison ensemble, ai-je annoncé, attrapant sa main à travers la table. Nous avons commencé à regarder les quartiers et à rencontrer des courtiers. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma mère a posé sa fourchette avec une lenteur délibérée, tandis que le visage de mon père s'assombrissait. « Une maison ?» a finalement dit ma mère. « C'est un engagement important pour quelqu'un que tu connais depuis moins d'1 an. On ne précipite rien, l'ai-je assuré. On commence juste le processus. Et où serait cette maison exactement ? A demandé mon père, sa voix anormalement contrôlée. Nous regardons des propriétés vers Villefranche, a répondu Thomas. C'est un excellent secteur, avec de bonnes écoles pour l'avenir, et le trajet fonctionne pour nous deux. Villefranche ? La voix de mon père est montée. C'est à 40 minutes d'ici. La distance n'est pas si terrible, ai-je dit en essayant de garder un ton léger. Je viendrai toujours vous voir régulièrement. Voir ? Ma mère a pratiquement craché le mot. Alors tu le fais vraiment. Tu abandonnes ta famille au moment où nous avons le plus besoin de toi. J'étais sincèrement confuse par sa réaction. Maman, acheter une maison n'est pas vous abandonner, c'est une étape normale d'adulte. Il n'y a rien de normal à tourner le dos à sa famille, a-t-elle rétorqué, après tout ce que nous avons fait pour toi. L'absurdité de sa déclaration a fait craquer quelque chose en moi. 5 ans de frustration refoulée ont soudainement trouvé leur voie. Tout ce que vous avez fait pour moi ? Ai-je répété, incrédule. Je paie votre crédit depuis 5 ans. Je fais votre comptabilité gratuitement. J'ai mis ma propre vie entre parenthèses pour vous maintenir à flot tous les deux. Mon père a frappé du poing sur la table, faisant teinter la vaisselle. On t'a donné la vie, on t'a élevé. Et c'est comme ça que tu nous rembourses, en nous jetant l'argent au visage ? Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai reculé, stupéfaite par l'escalade. Je voulais juste dire que j'ai essayé d'aider la famille aussi. En déménageant ? En choisissant cet étranger plutôt que ton propre sang ? Ma mère a fait un geste dédaigneux vers Thomas. Thomas s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Je pense qu'il y a un malentendu. Juliette n'a que de l'amour et du respect pour vous deux. Elle parle de vous tout le temps. Toi, reste en dehors de ça. Mon père l'a coupé sèchement avant de se tourner vers moi. Tu as changé, Juliette. Depuis que tu as eu cette promotion, depuis que tu l'as rencontré, tu es devenue égoïste. Ton frère avait besoin d'argent pour l'école et tu as refusé. Maintenant, tu veux déménager, alors que tu sais qu'on dépend de toi. Dépendre de moi, pourquoi ? Ai-je demandé, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. Le crédit ? Parce que je peux toujours le payer en vivant à Villefranche. Ce n'est pas seulement une question d'argent, a dit ma mère, bien que son ton suggéra le contraire. C'est une question de loyauté familiale, d'être là quand on a besoin de toi. J'ai été là, ai-je insisté. Pendant 5 ans. J'ai été là pour tout ce que vous avez demandé, mais j'ai besoin d'avoir ma propre vie aussi. Mon père s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. Son visage avait pris une teinte rouge alarmante. Ta propre vie ? Et nos vies à nous, et tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Et c'est comme ça que tu nous remercies, en nous abandonnant pour un programmeur ? Philippe, a averti ma mère, jetant un coup d'œil nerveux à Thomas, mais mon père était allé trop loin dans sa rage. Non, Valérie, elle a besoin d'entendre ça. Tu es une ingrate, Juliette. Après tout ce qu'on a fait, c'est comme ça que tu nous rembourses ? Je me suis levée aussi, tout mon corps tremblant. Papa, s'il te plaît, calmons-nous et parlons de ça rationnellement. Je suis parfaitement rationnel, a-t-il crié. Et je te dis que si tu choisis cette voie, si tu le choisis lui et cette maison, plutôt que tes obligations familiales, alors tu n'es plus ma fille. La pièce est devenue silencieuse. J'ai fixé mon père, incrédule, attendant qu'il retire sa déclaration. Il ne l'a pas fait. « Philippe » a chuchoté ma mère, mais il n'y avait pas de réelle objection dans son ton. «
Tu m'as entendu ?» Mon père a continué, la voix légèrement plus basse, mais non moins venimeuse. « Tu es une ingrate. Sors d'ici et ne reviens jamais. » J'ai regardé ma mère, espérant une intervention, une reconnaissance que c'était allé trop loin. Au lieu de cela, elle a porté le coup final. « Si tu passes cette porte maintenant, tu n'es plus notre fille, » a-t-elle dit froidement. « Fais ton choix, Juliette. » Thomas s'est levé et m'a pris doucement le coude. « Je pense que nous devrions partir, » a-t-il dit calmement. Cette conversation pourra continuer quand tout le monde sera plus calme. Les larmes brouillaient ma vue alors que je laissais Thomas me guider vers la porte. Aucun de mes parents n'a bougé pour nous arrêter. Alors que nous sortions, j'ai entendu la dernière pique de mon père. « Ne prends pas la peine de revenir à moins d'être prête à être une vraie fille à nouveau. » Le trajet de retour s'est passé dans un brouillard de choc et de douleur. Thomas gardait une main sur la mienne, tout en naviguant dans les rues qui s'assombrissaient, murmurant parfois des mots rassurants que j'enregistrais à peine. Tout ce que je pouvais entendre, c'était la voix de mon père. « Ingrate, sors, ne reviens jamais. » Et la complicité silencieuse de ma mère et mon excommunication de la famille. Au moment où nous avons atteint mon appartement, l'engourdissement avait commencé à laisser place à une douleur si aiguë qu'elle semblait physique, comme si quelque chose de vital avait été arraché de ma poitrine. Thomas m'a aidé à entrer, et ce n'est qu'alors, dans la sécurité de mon propre espace, que je me suis effondrée complètement. La première semaine après l'éclat avec mes parents s'est passée dans un flou de larmes et d'incrédulité. Je me suis fait porter pâle au travail pendant 3 jours, chose que je n'avais jamais faite auparavant, même avec des maladies légitimes. Mon corps semblait lourd, comme si le chagrin avait un poids physique. Thomas est resté avec moi, travaillant à distance depuis mon appartement et m'encourageant doucement à manger quand je n'avais pas d'appétit. Il ne le pensait pas, ne cessais-je de me dire à moi-même et à Thomas. Ils étaient juste en colère. Ils appelleront demain pour s'excuser. Mais aucun appel n'est venu, aucun SMS, aucun email. Le silence était assourdissant et définitif. Au 4e jour, je me suis forcée à retourner au travail, me jetant dans les projets avec une intensité qui inquiétait même mes collègues les plus assidus. Le travail avait toujours été mon refuge, l'endroit où je me sentais compétente et valorisée. Maintenant, il devenait ma bouée de sauvetage vers la normalité. Mes amies les plus proches, Sarah et Karine, se sont ralliées autour de moi quand elles ont appris ce qui s'était passé. Elles ont débarqué à mon appartement le vendredi soir avec du vin, de la nourriture réconfortante et un soutien indéfectible. « Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait dit ces choses », fumait Sarah en versant de généreux verres de vin. « Après tout ce que tu as fait pour eux. » Karine, toujours plus pragmatique, s'est concentrée sur les questions pratiques. « As-tu arrêté les paiements du crédit ? Tu devrais, tu sais, ils t'ont littéralement dit de sortir de leur vie. » Je n'avais pas arrêté les paiements. Une partie de moi croyait encore que c'était une rupture temporaire, que sûrement mes parents ne voudraient pas réellement perdre à la fois leur fille et leur soutien financier. Le virement automatique était prévu pour la semaine suivante et j'avais évité de prendre une décision à ce sujet. « Je ne sais pas quoi faire », ai-je admis en faisant tourner le vin dans mon verre sans le boire. « Si j'arrête de payer, ils pourraient en perdre la maison. »« Ce n'est pas ta responsabilité », a insisté Karine. « Ils ont fait leur choix quand ils t'ont mise à la porte. » Ces mots ont résonné dans mon esprit cette nuit-là, alors que je restais éveillée. Avaient-ils vraiment fait leur choix? Ou était-ce juste une explosion émotionnelle qui avait échappé à tout contrôle? L'incertitude me tourmentait. Thomas, toujours patient et solidaire, a suggéré que nous accélérions notre recherche de maison comme distraction positive. Le week-end suivant, il est venu me chercher tôt et avait prévu une journée complète de visite avec une agent immobilier nommée Madame Durand. Aucune pression pour prendre des décisions, m'a-t-il assuré. On regarde juste ce qu'il y a sur le marché. Madame Durand était une femme joyeuse dans la soixantaine qui semblait comprendre intuitivement mon état émotionnel fragile. Elle a gardé la conversation légère alors qu'elle nous faisait visiter diverses propriétés, soulignant les caractéristiques mais ne poussant jamais pour obtenir des réactions. La 4e maison que nous avons visitée était une charmante maison traditionnelle dans un quartier calme au bord de la rivière. 3 chambres, une cuisine ensoleillée et un chêne dans le jardin. Parfait pour une future balançoire. En marchant dans les pièces, je pouvais imaginer une vie là-bas. Des dîners avec des amis, un bureau à domicile pour les jours de télétravail, peut-être même des enfants un jour. « Qu'est-ce que tu en penses ?» a demandé Thomas, les yeux pleins d'espoir alors que nous nous tenions dans le salon vide.
Pour la première fois depuis le dîner désastreux, j'ai ressenti une étincelle de quelque chose de positif. J'adore. On dirait une maison où de bonnes choses pourraient arriver, ai-je admis. Ce soir-là, après une discussion sérieuse sur les finances et le timing, nous avons décidé de faire une offre. L'acte de signer ces papiers semblait significatif, une déclaration que je choisissais mon avenir malgré le rejet de mes parents. Alors que la date du virement pour le crédit approchait, j'ai finalement pris la difficile décision de l'annuler. Ma thérapeute, le docteur Mercier, m'a mené doucement vers cette conclusion depuis des jours. Continuer à payer permet à cette dynamique malsaine de perdurer, a-t-elle expliqué lors de notre séance d'urgence. Ils doivent en faire l'expérience des conséquences naturelles de vous avoir repoussé. Pourtant, mon doigt a plané sur le bouton « Annuler le virement permanent » pendant près de 10 minutes avant que je ne clique finalement dessus. La finalité de cette action simple a amené de nouvelles larmes, mais aussi un étrange sentiment de libération. Ce soir-là, j'ai écrit un long email à mes parents expliquant ma décision, exprimant ma blessure face à leurs mots et laissant la porte ouverte à la réconciliation s'ils étaient prêts à respecter mes choix et mes limites. Je ne l'ai jamais envoyé. Après l'avoir relu plusieurs fois, j'ai réalisé que c'était plus pour mon propre processus que pour eux. Ils avaient mon numéro s'ils voulaient me contacter. Alors que les jours se transformaient en semaines sans contact, ma douleur brute initiale a commencé à se transformer. J'ai commencé à mieux dormir, la nourriture a retrouvé du goût. Je riais aux blagues de Thomas sans que le rire ne reste coincé dans ma gorge. L'offre sur la maison a été acceptée, et le tourbillon d'inspection, de paperasse et de planification a fourni une distraction bienvenue. Au travail, ma concentration et ma détermination ont payé avec l'acquisition de nouveaux clients et la reconnaissance de la direction. Quel que soit le feu qui brûle en vous, continuez à l'alimenter, a commenté mon patron. Après avoir décroché le compte Hendrickson, que l'entreprise poursuivait depuis des années, Thomas et moi nous sommes installés dans un rythme plus profond dans notre relation. Il m'a présenté à ses parents, François et Hélène, qui m'ont accueilli avec une chaleur sincère. Les déjeuners du dimanche dans leur maison modeste sont devenus un rituel de guérison, me montrant à quoi pouvait ressembler le soutien familial. François posait toujours des questions sur mon travail avec un réel intérêt, tandis qu'Hélène partageait des recettes de famille et ne m'a jamais fait sentir incompétente pour mes talents culinaires limités. « Tu es bonne pour notre fils », m'a dit Hélène un soir, alors que nous faisions la vaisselle ensemble. Nous ne l'avons pas vu aussi heureux depuis des années. « Il est bon pour moi aussi », ai-je répondu, réalisant à quel point c'était profondément vrai. Alors que le jour de la signature pour la maison approchait, Thomas et moi passions nos week-ends à acheter des meubles et à débattre des couleurs de peinture. Ces activités ordinaires me semblaient extraordinaires. La preuve qu'une vie normale prenait forme malgré la rupture familiale. Nos amis nous ont aidés à emménager un samedi ensoleillé de juin, 3 mois après la confrontation avec mes parents. En déballant des cartons dans ce qui allait devenir notre bureau à domicile, je suis tombée sur des photos encadrées de ma famille datant de temps plus heureux. Je les avais emballées automatiquement, n'étant pas prête à effacer cette partie de mon histoire malgré tout. Après un moment d'hésitation, j'ai placé une seule photo sur l'étagère, un instantané de ma remise de diplôme du lycée avec mes parents et mon frère. J'ai rangé le reste dans le placard, pas jeté, mais pas exposé non plus. Cela semblait être le bon équilibre, reconnaître mon passé sans le laisser dominer mon présent. Cette nuit-là, après le départ de nos amis, et alors que Thomas s'était endormi, je me suis tenue dans notre nouvelle cuisine, m'émerveillant du silence et du sentiment de propriété. Cet espace était le nôtre, créé sans obligation ni culpabilité. Pour la première fois depuis des années, peut-être depuis l'enfance, je me sentais vraiment libre. Cette réalisation a amené des larmes, mais elles étaient différentes de celles que j'avais versées ces derniers mois. C'étaient des larmes de libération, de possibilité, d'un avenir non encombré par des attentes malsaines. En me glissant dans le lit, à côté de Thomas, j'ai murmuré un merci à l'univers pour m'avoir amené à ce moment, pour la croissance douloureuse qui avait finalement conduit à la paix. Je ne savais pas alors que la tranquillité fragile que j'avais trouvée était sur le point d'être brisée par un simple SMS. Exactement 3 mois et 2 jours après le dîner désastreux. Mon téléphone a vibré avec une notification de message. J'étais en réunion au travail pour présenter des métriques de campagne aux clients, donc je n'ai pas vérifié avant la fin. Quand j'ai finalement regardé mon téléphone dans le couloir, mon sang s'est glacé. Le message était de mon père.
Pourquoi tu n'as pas payé le crédit? On a 2 mois de retard maintenant et on reçoit des avertissements de saisie. Pas de bonjour, pas de reconnaissance de notre éloignement, pas même une question sur mon bien-être. Juste une accusation, une demande implicite d'argent. J'ai fixé l'écran, incapable de traiter l'audace du message. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'appuyer contre le mur pour me soutenir. Une collègue qui passait par là a remarqué ma détresse. Juliette, ça va? On dirait que tu as vu un fantôme. Juste des trucs de famille, ai-je réussi à répondre. J'ai besoin d'une minute. Je me suis retirée dans la salle de conférence vide et me suis effondrée sur une chaise, essayant de réguler ma respiration comme le docteur Mercier me l'avait appris. Inspirer par le nez pendant 4 temps, retenir pendant 7, expirer par la bouche pendant 8. Ce simple exercice a aidé à calmer mon cœur qui s'emballe suffisamment pour penser plus clairement. Le sentiment de dû dans le message de mon père était stupéfiant. Après m'avoir dit de sortir et de ne jamais revenir après la déclaration de ma mère selon laquelle je n'étais plus leur fille, ils s'attendaient toujours à ce que je les soutienne financièrement. C'était comme si la confrontation n'avait jamais eu lieu, comme si leur rejet était venu avec un astérisque silencieux. Sauf pour ton argent qu'on veut toujours. J'ai appelé Thomas, ayant besoin d'entendre sa voix avant de répondre au message. Tu peux croire ça? Lui ai-je demandé après lui avoir lu le message. Malheureusement, oui, a-t-il répondu avec un soupir. Basé sur tout ce que tu m'as dit, sur eux, c'est tout à fait leur genre. Qu'est-ce que je dois faire? Ignorer? Les envoyer balader? Je suis tellement en colère que j'y vois à peine clair. Pourquoi ne pas parler au docteur Mercier avant de répondre? Ta prochaine séance est demain, non? Comme toujours, la suggestion de Thomas était sensée. J'ai accepté d'attendre, bien qu'il ait fallu une retenue énorme pour ne pas envoyer une réponse immédiate. Pendant tout le reste de la journée de travail, je me suis retrouvée à composer et à effacer des réponses potentielles dans ma tête, chacune plus cinglante que la précédente. Le docteur Mercier a écouté calmement alors que je pestais contre le message lors de notre séance le lendemain après-midi. Elle m'a laissé exprimer ma colère et ma blessure pleinement avant d'offrir sa perspective. Ce message révèle beaucoup sur l'état d'esprit de vos parents, a-t-elle noté. Il ne semble vraiment pas faire le lien entre leur comportement envers vous et votre décision d'arrêter le soutien financier. Dans leur vision du monde, votre obligation envers eux existe indépendamment de la façon dont ils vous traitent. Alors qu'est-ce que je fais? Continuer à payer pour le reste de ma vie, peu importe ce qu'ils me disent ou me font? Elle a secoué la tête. Pas du tout. Je pense que c'est une opportunité de communiquer clairement votre limite. Une réponse simple, non émotionnelle, qui relie leurs actions à la conséquence. Ensemble, nous avons rédigé une réponse qui n'était ni en colère ni désolée. Je pensais que je n'étais plus la bienvenue. Vous m'avez dit de sortir et de ne jamais revenir. Et maman a dit que je n'étais plus votre fille si je partais. J'ai respecté vos vœux. Le message a été envoyé depuis le cabinet du docteur Mercier. Avant même que j'atteigne le parking, mon téléphone a explosé de notifications. De multiples messages des 2 parents sont apparus en succession rapide. De papa. Tu sais qu'on ne pensait pas ça. Comment peux-tu nous laisser perdre notre maison pour une petite dispute? De maman. C'est comme ça que tu traites la famille? On t'a mieux élevé que ça. Appelle-nous immédiatement. De papa encore. Ta mère est en larmes, j'espère que tu es contente de toi. Les tactiques de culpabilisation étaient si prévisibles que j'ai failli rire, bien qu'il n'y ait aucun humour dans la situation. Au lieu de répondre au barrage, j'ai mis mon téléphone sous silence et je suis rentrée chez moi, déterminée à ne pas m'engager davantage tant que je n'aurais pas traité mes sentiments. Ce soir-là au dîner, Thomas et moi avons discuté de la situation. Ils paniquent parce que leur ticket repas a disparu, a-t-il observé. Remarque, comme il n'y a pas d'excuses, juste des accusations et des exigences. Je sais, ai-je soupiré, poussant les pattes dans mon assiette sans appétit. Une partie de moi se sent encore coupable, cependant. Et s'ils perdent vraiment la maison? Alors, ils perdent une maison qu'ils ne pouvaient pas se permettre sans exploiter leur fille, a répondu Thomas, le ton doux mais ferme. Ce n'est pas de ta faute, Juliette. Le lendemain matin, je me suis réveillée pour trouver un message vocal de mon frère, Maxime. Ces mots étaient pâteux, comme s'il avait bu. Bravo, Serette. Maman et papa pourraient se retrouver à la rue à cause de toi. Vraiment classe. Tu as toujours pensé que tu valais mieux que nous, et maintenant, tu le prouves. Cela a fait plus mal que les messages de mes parents. Maxime et moi n'avions jamais été proches, mais sa volonté de m'accabler sans connaître toute l'histoire a piqué au vif. Sur les conseils du docteur Mercier,
J'ai temporairement bloqué tous leurs numéros pour me donner de l'espace pour penser. Vous n'avez pas besoin de prendre de décisions permanentes maintenant, a-t-elle conseillé. Créez juste un peu d'espace pour respirer. Cet espace pour respirer a duré exactement 4 jours jusqu'au samedi matin, alors que Thomas et moi savourions notre café sur notre nouveau mobilier de terrasse. La sonnette a retenti, et par la fenêtre avant, je pouvais voir mes parents debout sur le porche. Oh mon Dieu, ai-je chuchoté, agrippant le bras de Thomas. Ils sont là. Comment ont-ils trouvé notre adresse? Probablement les registres fonciers, a dit Thomas sombrement. C'est public. Veux-tu que je leur demande de partir? J'ai réfléchi un instant, puis j'ai secoué la tête. Non, je dois les affronter, mais reste avec moi s'il te plaît. Thomas m'a serré la main comme toujours. J'ai ouvert la porte pour trouver le visage strié de larmes de ma mère et l'expression orageuse de mon père. Ils m'ont bousculé pour entrer dans l'entrée sans attendre d'invitation. Alors c'est pour ça que tu nous as abandonnés? A dit mon père, désignant notre nouvelle maison. C'est plutôt chic, évidemment, tu peux te permettre ça, mais pas d'aider tes propres parents. Vous devez partir, a dit Thomas, sa voix calme mais autoritaire alors qu'il venait se placer à mes côtés. Vous ne pouvez pas simplement débarquer à l'improviste et lancer des accusations. C'est une affaire de famille, a rétorqué mon père. Reste en dehors de ça. Thomas est ma famille, ai-je coupé, trouvant enfin ma voix. Et il vit ici aussi. C'est notre maison et vous êtes venu sans invitation. On n'aurait pas eu à venir sans invitation si tu avais répondu à nos appels, a pleuré ma mère. As-tu une idée de ce que tu nous as fait subir? La banque a appelé hier pour les procédures de saisie. La culpabilité familière a commencé à monter dans ma poitrine. Mais je l'ai repoussée, me souvenant des mots du docteur Mercier sur les limites saines. Je suis désolée que vous soyez dans cette situation, ai-je dit prudemment. Mais vous avez clairement fait comprendre que je n'étais plus la bienvenue dans vos vies. Vous ne pouvez pas me renier un jour et attendre mon soutien financier le lendemain. On était énervés, a crié mon père. Les parents disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont en colère. N'importe quelle fille normale comprendrait ça. Et n'importe quel parent normaux s'excuserait une fois calmé, ai-je riposté. Ça fait 3 mois, et le premier contact que j'ai eu de vous était une demande d'argent. Ma mère s'est effondrée sur notre banc près de la porte, sanglotant dramatiquement. On va tout perdre, a-t-elle gémi. Après 30 ans dans cette maison, on sera à la rue, c'est ce que tu veux? Thomas est resté une présence stable à mes côtés, sa main dans le bas de mon dos fournissant un soutien silencieux, alors que je trouvais la force de dire ce qui devait être dit. Ce que je veux, c'est être traité avec respect, ai-je répondu, ma voix étonnamment stable. Pendant 5 ans, je vous ai soutenu financièrement en ne recevant rien d'autre que des critiques en retour. Vous avez rabaissé ma carrière, méprisé ma relation, et ensuite, vous m'avez jeté dehors quand j'ai enfin voulu quelque chose pour moi-même. Tu fais passer ça pour quelque chose de tellement unilatéral, a raillé mon père. On t'a donné la vie, on t'a élevé, on a mis de la nourriture sur la table. C'est ce que les parents sont censés faire, me suis-je exclamé. Des années de sentiments refoulés perçaient enfin. C'était votre choix d'avoir des enfants, pas le mien de naître. Cela ne vous donne pas le droit de contrôler ma vie d'adulte ou de vider mon compte en banque pour toujours. L'explosion a laissé un silence retentissant dans son sillage. Mes parents me fixaient comme si une deuxième tête m'avait poussé. Dans leur vision du monde, ce que je venais d'exprimer était une hérésie de premier ordre. Je ne te reconnais même plus, a finalement chuchoté ma mère. Qu'est-il arrivé à notre fille douce et serviable? Elle a grandi, ai-je répondu simplement. Elle a réalisé qu'elle mérite mieux qu'un amour conditionnel. Le visage de mon père s'est assombri à nouveau. Alors c'est ça. Tu vas juste nous laisser tout perdre. Le choix n'est pas aussi simple et tu le sais, ai-je répondu. Vous utilisez la maison comme un chantage émotionnel, tout comme vous avez utilisé mon amour pour vous toutes ces années. Sur ce, j'ai ouvert la porte d'entrée. Une indication claire que la conversation était terminée. Je pense que vous devriez partir maintenant. J'ai besoin de temps pour réfléchir et débarquer comme ça n'a pas aidé votre cause. À ma grande surprise, ils ont obtempéré, bien que non, sans quelques pics d'adieu. Pense à ce que signifie vraiment la famille, Juliette, a dit ma mère en pleurant en passant. Mon père ne m'a même pas regardé, marmonnant plutôt à Thomas. J'espère que tu sais dans quoi tu t'embarques avec celle-là. Il s'avère qu'elle abandonne les gens quand ça devient difficile. Alors que la porte se fermait derrière eux, je me suis effondrée contre Thomas. Émotionnellement vidée, mais aussi
étrangement renforcée. Pour la toute première fois, j'avais tenu tête à mes parents sans reculer ni céder à la culpabilité. La victoire avait un goût doux amer, mais nécessaire. « Je suis fière de toi », a murmuré Thomas dans mes cheveux en me serrant. Ça a demandé un courage incroyable. J'ai hoché la tête contre sa poitrine, incapable de parler à travers le nœud d'émotion dans ma gorge. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite avec ma famille, mais je savais avec une certitude absolue que les choses ne pourraient jamais redevenir comme avant. Pour le meilleur ou pour le pire, un changement fondamental s'était produit, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. La semaine suivant la visite surprise de mes parents s'est passée sans autre contact de leur part. J'ai oscillé entre le soulagement de ce répit et l'anxiété concernant la saisie qu'ils avaient mentionnée. Malgré tout, l'idée qu'ils perdent leur maison à cause de ma décision me pesait lourdement. Après beaucoup de réflexions et plusieurs conversations avec Thomas et le docteur Mercier, j'ai pris une décision. J'offrirai une aide financière, mais avec des conditions claires. Ce serait une aide à mes conditions, pas le chèque en blanc auquel ils s'étaient habitués. J'ai rédigé un email exposant mes conditions. Je les aiderai à refinancer le prêt pour quelque chose de plus gérable étant donné leurs revenus réels, mais je ne recommencerai pas à faire les paiements pour eux. De plus, toute aide financière serait conditionnée à leur participation à des séances de thérapie familiale. Il était temps de s'attaquer au schéma dysfonctionnel qui dominait notre relation depuis des années. « Tu penses qu'ils accepteront ?» a demandé Thomas en lisant l'email avant que je ne l'envoie. « Honnêtement, j'en doute, ai-je admis. Mais c'est la seule façon d'avancer avec laquelle je peux vivre. La balle sera dans leur camp. » Après avoir envoyé l'email, j'ai ressenti un sentiment de paix, quelle que soit leur réponse. J'avais offert de l'aide sans sacrifier mon respect de moi-même et cela représentait un véritable progrès dans mon parcours. En attendant une réponse de mes parents, la vie a continué d'évoluer de manière positive. La famille de Thomas est devenue une partie de plus en plus importante de mon système de soutien. Sa mère, Hélène, m'a invitée à déjeuner un samedi pendant que Thomas aidait son père sur un projet de bricolage. « J'espère que tu ne m'en voudras pas de dire ça », a dit Hélène, alors que nous préparions une salade ensemble. « Mais je pense que tu gères une situation très difficile avec une grâce remarquable. »« Ça ne semble pas gracieux de l'intérieur, ai-je confessé. La plupart du temps, j'ai l'impression de trébucher. C'est ça la grâce ?» a-t-elle répondu avec un sourire chaleureux. « Avancer avec dignité même quand le chemin n'est pas clair. » Ces mots sont restés avec moi, un rappel que la force ressemble souvent à autre chose que ce qu'on imagine. Il ne s'agissait pas d'avoir toutes les réponses ou de ne jamais être blessé. Il s'agissait de continuer à agir avec intégrité malgré la douleur. Au travail, ma nouvelle assurance s'est traduite par une croissance professionnelle. Quand un poste de directeur marketing senior s'est ouvert de manière inattendue, j'ai postulé bien que manquant traditionnellement des années d'expérience requises. À ma grande surprise et joie, j'ai été sélectionnée après un processus d'entretien compétitif. « Ta performance au cours du dernier trimestre a été exceptionnelle », a expliqué mon patron en m'offrant le poste. Mais plus important encore, tu as démontré une capacité à gérer des situations difficiles avec maturité et des limites claires. Ce sont des qualités de leadership que nous valorisons. L'ironie ne m'a pas échappé que les compétences mêmes que j'avais développées à travers mon conflit familial faisaient maintenant avancer ma carrière. Parfois, la croissance vient des expériences les plus douloureuses. 2 semaines après l'envoi de mon email, j'ai reçu un appel inattendu de mon frère Maxime. J'ai failli le refuser, supposant qu'il appelait pour me réprimander à nouveau au nom de nos parents. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. « Juliette ». Sa voix semblait différente, moins hostile que dans son message précédent. « Tu as une minute pour parler ?»« Je t'écoute », ai-je répondu prudemment. « Je veux m'excuser pour ce message vocal que j'ai laissé », a-t-il dit, me surprenant complètement. J'étais saoule et je répétais juste ce que maman et papa m'avaient dit sans connaître toute l'histoire. « Et tu connais toute l'histoire maintenant ?» ai-je demandé. « Une partie, a-t-il admis. Assez pour réaliser qu'ils n'ont pas été honnêtes avec moi sur ce qui s'est passé. Ils ont fait comme si tu les avais abandonnés sans raison. J'ai soupiré, pas surprise par cette caractérisation. Ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Ouais, j'ai compris ça quand j'ai posé quelques questions et qu'ils sont devenus super défensifs. Il y a eu une pause, avant qu'ils ne continuent. Ils t'ont toujours traité différemment de moi, tu sais, je le vois maintenant. Sa reconnaissance a amené des larmes inattendues à mes yeux. Merci de dire ça, ça signifie beaucoup.
Maxime a poursuivi en révélant qu'il avait déménagé du sous-sol de nos parents et obtenu un emploi à temps plein dans un restaurant où il était barman. Il partageait un appartement avec des amis et expérimentait pour la première fois ce que c'était d'être entièrement responsable de lui-même. « C'est plus dur que je ne pensais », a-t-il admis. « Ça me fait réaliser tout ce que tu as porté toutes ces années. » Avant de terminer l'appel, Maxime a mentionné que nos parents avaient reçu mon email, mais étaient encore en train de le traiter. « Entre nous, » a-t-il ajouté, « ils n'ont plus d'option. L'avis de saisie est réel et ils n'ont nulle part où aller. » Cette information m'a donné le temps de me préparer émotionnellement à leur réponse éventuelle, quand elle est arrivée 3 jours plus tard sous la forme d'un SMS sec de mon père. « Nous devons parler de ta proposition. Dîner chez nous, dimanche 18h. » Je me sentais prête à affronter la suite. Thomas a proposé de m'accompagner, mais j'ai décidé que c'était une conversation que je devais avoir seule. Je garderai mon téléphone allumé et je t'appellerai si j'ai besoin de renfort. Je lui ai promis. La maison semblait plus délabrée que dans mes souvenirs alors que je me garais dans l'allée dimanche soir. La pelouse avait besoin d'être tondue, et plusieurs tuiles du toit manquaient visiblement. Ces signes de négligence reflétaient la précarité de la situation de mes parents plus éloquemment que les mots n'auraient pu le faire. Ma mère a ouvert la porte avec une salutation raide, les yeux rouges d'avoir pleuré, ou du manque de sommeil, ou les deux. Mon père attendait dans le salon, se tenant maladroitement comme s'il ne savait pas s'il devait offrir une étreinte ou une poignée de main. Nous nous sommes contentés de hochements de tête inconfortables avant de passer à la salle à manger. Le dîner était une affaire silencieuse et tendue. La nourriture était minimale et préparée à la hâte, si différente des repas du dimanche habituellement élaborés de ma mère. Ce n'est qu'après que les assiettes ont été débarrassées que mon père a finalement abordé la raison de notre réunion. « Nous avons réfléchi à ton email », a-t-il commencé formellement. « L'aide au refinancement serait appréciée. » Le mot semblait difficile à prononcer pour lui. « Et l'autre condition ?» ai-je demandé en faisant référence à l'exigence de thérapie familiale. Les lèvres de ma mère se sont amincies en signe de désapprobation. « Nous ne voyons pas pourquoi c'est nécessaire. Les familles sont en désaccord parfois. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'un étranger pour nous dire comment nous parler. » C'est ma condition, ai-je répondu fermement. Je n'offre pas seulement une aide financière, j'offre une chance pour nous de guérir la relation. Mais cela ne peut se faire qu'avec des conseils professionnels. Et si nous refusons ? A défié mon père. Alors je vous aiderai quand même à trouver des ressources pour l'aide au logement, mais je ne serai pas impliquée financièrement. Ma voix était douce, mais ferme. Ce n'est pas un ultimatum, c'est une limite. Mes parents ont échangé un long regard, ayant une de ces conversations silencieuses que les couples mariés depuis longtemps perfectionnent au fil des années. Finalement, mon père a soupiré lourdement. « Bien, nous essaierons ton idée de thérapie, mais je ne promets pas que ça changera quoi que ce soit. » C'était autant de concessions que je risquais d'obtenir. « Merci. » Je vais prendre rendez-vous avec le docteur Valentini, elle est spécialisée dans les dynamiques familiales. La première séance de thérapie la semaine suivante a été, comme prévu, difficile. Le docteur Valentini, une femme sereine aux cheveux striés d'argent et aux yeux perçants, a établi des règles de base pour nos discussions que mon père a immédiatement testées, avec des interruptions et des commentaires dédaigneux. « Monsieur Martin ?» a-t-elle dit calmement après sa 3e interruption de ma tentative d'exprimer mes sentiments. « Chaque personne ici mérite la courtoisie d'être écoutée. Voudriez-vous que Juliette vous interrompe quand c'est à votre tour de parler ?» Sa conformité réticente a permis à la séance de se poursuivre, bien que les progrès aient été minimes. Ma mère a passé la plupart du temps à essuyer ses larmes sans vraiment s'engager sur les sujets difficiles soulevés par le docteur Valentini. Lorsqu'on lui a demandé directement quelles étaient ses attentes envers moi en tant que fille adulte, elle s'est réfugiée dans de vagues lieux communs sur la loyauté familiale. « À quoi ressemble la loyauté familiale pour vous, spécifiquement, Valérie ?» a insisté le docteur Valentini. « Être là les uns pour les autres », a répondu ma mère. « Ne pas abandonner le navire quand les choses deviennent difficiles. » « Et cette loyauté a-t-elle été réciproque dans votre famille ?» a demandé la thérapeute, regardant entre mes parents et moi. Le silence inconfortable qui a suivi en disait long. À la fin de la séance, un seul accord concret avait été atteint. Nous continuerions à nous rencontrer chaque semaine. C'était un petit pas, mais le docteur Valentini m'a assuré en privé que même une participation réticente pouvait finalement conduire à un changement significatif. Fidèle à ma parole, j'ai aidé mes parents à explorer les options de refinancement avec un conseiller financier en qui j'avais confiance.
Leur situation était pire que je ne l'avais réalisé, avec plusieurs cartes de crédit au plafond, en plus du problème de crédit immobilier. Créer un plan durable a nécessité des conversations difficiles sur leurs habitudes de dépenses et l'entreprise défaillante de mon père. Il est peut-être temps d'envisager de fermer l'entreprise et de trouver un emploi ailleurs, a suggéré doucement le conseiller. Mon père s'est hérissé au début, mais a fini par reconnaître la réalité des chiffres devant lui. Son entreprise de matériaux de construction perdait de l'argent depuis des années, maintenue uniquement par mes contributions et l'accumulation de dettes. Ces discussions financières ont été menées en parallèle de nos séances de thérapie en cours, où chaque semaine semblait apporter des progrès progressifs. À la 3e séance, mon père a réussi à admettre, bien qu'à contre-cœur, qu'il avait peut-être pris mon soutien pour acquis. « J'imagine que je me suis habitué à ce que tu gères les choses », a-t-il concédé. C'était plus facile de ne pas remettre ça en question. Ma mère a eu plus de mal à reconnaître son rôle dans la dynamique. Son identité était tellement liée au fait d'être la matriarche de la famille que toute suggestion de dysfonctionnement menaçait son image de soi. C'est lors de notre 5e séance que le docteur Valentini a finalement percé ses défenses. « Valérie », a-t-elle demandé doucement, « quand Juliette couvrait le crédit et aidait avec l'entreprise de Philippe, comment montriez-vous votre appréciation ?» Ma mère avait l'air sincèrement confuse. Elle savait que nous étions reconnaissants. Le savait-elle ? Le docteur Valentini s'est tourné vers moi. « Juliette, vous sentiez-vous appréciée pour vos contributions ?»« Non, » ai-je répondu honnêtement. J'avais l'impression que c'était simplement attendu, comme si j'étais une mauvaise fille si je n'aidais pas, mais pas une bonne fille si je le faisais. C'était juste le minimum. La réalisation a visiblement frappé ma mère. Pour la première fois peut-être, elle a vu notre relation de mon point de vue, et la vue était clairement troublante. Ces moments de lucidité, bien que douloureux, étaient les pierres angulaires d'une nouvelle dynamique familiale. Nous ne guérissions pas du jour au lendemain, mais nous reconnaissions enfin les blessures qui avaient suppuré pendant des années sous la surface de nos interactions. En dehors de la thérapie, je maintenais des limites prudentes tout en offrant un soutien approprié. J'ai aidé mon père à mettre à jour son CV et à reprendre contact avec d'anciens collègues du secteur qui pourraient avoir des pistes d'emploi. J'ai aidé ma mère à chercher un travail à mi-temps qui compléterait leurs revenus sans trop la fatiguer. Ces formes pratiques d'aide semblaient différentes du soutien financier que j'avais fourni auparavant. Elles les autonomisaient plutôt que de les assister, leur apprenant à pêcher plutôt que de simplement fournir le repas. Maxime est devenu un allié inattendu dans cette transformation familiale. Ayant établi sa propre indépendance, il a commencé à assister volontairement à certaines séances de thérapie, offrant des perspectives qui aidaient parfois à combler le fossé de communication entre moi et nos parents. Maman et papa viennent d'une génération où les enfants étaient censés s'occuper de leurs parents quoi qu'il arrive, a-t-il observé lors d'une séance particulièrement productive. Mais ils ne nous ont jamais préparés à ce rôle ni reconnu le sacrifice qu'il exige. Sa perspicacité a aidé nos parents à voir l'injustice de leurs attentes tacites sans se sentir directement attaqués par moi. Lentement, le récit familial a commencé à passer d'un sentiment de droit à un sentiment de respect mutuel et d'appréciation. 6 mois après le dîner explosif qui avait changé notre famille pour toujours, je me suis assise en face de ma mère dans un petit café près de son nouveau lieu de travail. Elle avait récemment commencé comme gestionnaire de bureau pour un cabinet dentaire local, son premier emploi à temps plein depuis des années. Le poste semblait avoir éveillé quelque chose en elle, un sentiment de compétence et d'indépendance qui sommeillait depuis longtemps. Le docteur dit que « j'ai un don pour garder le système de rendez-vous organisé ». Elle m'a dit ça avec une pointe de fierté dans la voix que j'entendais rarement auparavant. Apparemment, le dernier gestionnaire avait mis le bazar. « Ça ne me surprend pas », ai-je répondu sincèrement. « Tu as toujours été doué pour organiser. » Ce simple échange, aussi ordinaire qu'il puisse paraître, représentait un changement profond dans notre relation. Nous parlions entre adultes, partageant des aspects authentiques de nos vies, sans le courant sous-jacent d'obligations et de ressentiments qui avaient précédemment défini nos interactions. Mon père aussi avait subi des changements, bien que sa transformation fût moins spectaculaire. Après avoir fermé son entreprise en faillite, il avait trouvé du travail comme chef de projet pour une plus grande entreprise de construction. Le salaire régulier et le stress réduit avaient considérablement amélioré son humeur.
Il ne portait plus le fardeau d'une entreprise défaillante sur ses épaules et par conséquent avait moins besoin de déplacer cette frustration sur moi. Avec les conseils du docteur Valentini, nous avions élaboré un nouvel arrangement financier. Au lieu de payer directement leur crédit, je les avais aidés à refinancer vers un prêt à taux fixe sur 30 ans plus abordable qu'ils pouvaient gérer avec leurs revenus combinés. Le processus exigeait qu'ils prennent la responsabilité de leur situation financière tout en recevant un soutien approprié de ma part. Mon frère Maxime continuait de me surprendre par sa croissance. Il travaillait maintenant à temps plein et suivait des cours du soir pour compléter son diplôme. Il avait développé une nouvelle appréciation pour la responsabilité et l'indépendance. « Je comprends maintenant pourquoi tu étais toujours si stressé », a-t-il admis lors d'un de nos dîners mensuels entre frères et sœurs nouvellement instaurés. Tout porter soi-même est épuisant. Thomas s'était intégré aux réunions de famille avec un optimisme prudent. L'hostilité initiale de mes parents avait progressivement laissé place à une acceptation réticente et finalement à une véritable appréciation de sa présence stabilisatrice dans ma vie. Leur changement d'attitude a culminé dans leur réponse à nos fiançailles, que Thomas a proposé lors d'un voyage le week-end à la montagne, 6 mois après notre déménagement à Villefranche. « Nous allons nous marier », ai-je annoncé lors d'une séance de thérapie, décidant que c'était l'espace le plus sûr pour partager notre nouvelle. Les yeux de ma mère se sont immédiatement remplis de larmes, mais pour une fois, elles semblaient être des larmes de joie plutôt que de manipulation. « C'est une merveilleuse nouvelle », a-t-elle dit, tendant la main pour serrer la mienne. « Thomas est un homme bien. » Mon père s'est raclé la gorge, clairement ému, bien qu'essayant de le cacher. « Il fera un bon mari », a-t-il reconnu. « Il tient visiblement beaucoup à toi. » Leur bonheur sincère pour cette étape de ma vie a semblé être un cadeau que je n'avais pas osé espérer pendant les jours les plus sombres de notre éloignement. Planifier le mariage est devenu une voie inattendue vers la guérison. Ma mère, lorsqu'elle a été invitée à aider sur des tâches spécifiques, plutôt que de prendre le contrôle, s'est avérée être une conseillère réfléchie et solidaire. Lors d'un déjeuner pour discuter des arrangements floraux, elle m'a surprise avec des excuses spontanées. « Je n'ai pas été la mère que tu méritais », a-t-elle dit doucement, les yeux fixés sur son assiette. « Je le vois maintenant. J'étais tellement prise par mes propres besoins que je ne pouvais pas voir les tiens. Cette reconnaissance a amené des larmes à mes yeux. Merci de dire ça, maman. Ça signifie beaucoup. Le docteur Valentini dit que la reconnaissance est la première étape, a-t-elle continué. J'essaie de faire mieux, de te voir comme ta propre personne, pas juste une extension de moi ou une solution à mes problèmes. » Cette conversation a marqué un tournant dans notre relation. La distance prudente que j'avais maintenue a commencé à sembler moins nécessaire à mesure que ma mère démontrait un respect constant pour mes limites. De petits gestes se sont accumulés au fil du temps, reconstruisant la confiance qui avait été gravement endommagée. Le cheminement de mon père a été plus lent, mais non moins significatif. Lors d'un week-end où il aidait Thomas à installer des étagères dans notre garage, il a fait sa propre forme d'amende honorable. « J'ai eu tort de te dire ces choses », a-t-il admis brusquement, se concentrant intensément sur le niveau dans ses mains plutôt que de croiser mon regard. Sur le fait d'être ingrate, de partir. Un père ne devrait jamais dire ça à sa fille, peu importe à quel point il est en colère. Je suis restée silencieuse, reconnaissant la difficulté de cet aveu pour un homme qui admettait rarement ses erreurs. « Tu as toujours été une bonne fille », a-t-il continué. « Meilleure que ce que nous méritions, probablement. Je veux que tu le saches. Je le vois maintenant. » Thomas, témoin de cet échange, s'est excusé discrètement pour nous laisser un peu d'intimité, un geste que mon père a reconnu d'un signe de tête reconnaissant. « Merci, papa », ai-je répondu, comprenant simplement que pour lui, ces quelques phrases représentaient un effort monumental. Alors que les préparatifs du mariage avançaient, je me suis retrouvée à réfléchir souvent au parcours de l'année passée. Du dîner de famille dévastateur au SMS sur le crédit, de la confrontation à la réconciliation provisoire, cela avait été un chemin de croissance douloureuse pour nous tous. Le docteur Mercier, lors de nos séances individuelles, désormais mensuelles, m'a aidé à traiter ces changements. Quelle serait, selon vous, la leçon la plus importante que vous avez apprise ? A-t-elle demandé lors d'une séance. J'ai réfléchi à la question avec soin, que l'amour sans respect n'est pas vraiment de l'amour, et que parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de poser des limites fermes. Et comment cette connaissance vous a-t-elle changé ? A-t-elle relancé ? Je ne me sens plus coupable d'avoir ma propre vie,
ai-je réalisé à voix haute. Je peux aimer ma famille sans être responsable de leur bonheur ou de leur sécurité financière. Et étrangement, depuis que j'ai arrêté d'essayer de tout réparer pour eux, ils ont commencé à réparer les choses pour eux-mêmes. Cette sagesse durement acquise a guidé mes interactions non seulement avec ma famille, mais dans tous les domaines de ma vie. Au travail, je suis devenue plus à l'aise pour refuser des projets qui surchargeraient mon emploi du temps. Dans mes amitiés, j'ai appris à exprimer mes besoins au lieu de toujours prioriser les autres. Et avec Thomas, j'ai cultivé une relation basée sur le soutien mutuel plutôt que sur le sacrifice unilatéral. Le jour du mariage est arrivé par un après-midi de juin parfait, exactement 1 an après la confrontation qui avait initialement déchiré ma famille. Alors que je me préparais dans une salle du lieu de réception, ma mère a aidé à ajuster mon voile avec une douceur inhabituelle. « Tu es magnifique !» a-t-elle dit, la voix chargée d'émotion. « Je suis si fière de la femme que tu es devenue. »« Même si je ne suis pas la fille que tu attendais ?» ai-je demandé, me rappelant ces mots d'il y a des mois. « Parce que tu es exactement la fille que tu étais censée être », a-t-elle répondu. Forte, indépendante et assez courageuse pour nous montrer où nous avons eu tort. Quand mon père m'a accompagnée dans l'allée, sa main tremblant légèrement contre la mienne, j'ai senti le poids de notre histoire commune aux côtés de la promesse d'un avenir plus sain. Le parcours avait été douloureux, mais nécessaire, transformant non seulement ma relation avec mes parents, mais ma compréhension de moi-même. Pendant la réception, entourée d'amis et de familles des 2 côtés, j'ai pris un moment pour observer la scène avec émerveillement. Les parents de Thomas discutaient amicalement avec les miens, trouvant un terrain d'entente malgré leurs parcours différents. Maxime était en grande conversation avec la sœur de Thomas, leur rire traversant la pièce. Et Thomas, lui-même, me regardait avec des yeux pleins d'amour, confiant dans le fait que nous avions construit notre relation sur une base de respect mutuel. À ce moment-là, j'ai réalisé que le SMS sur le crédit, aussi exaspérant qu'il ait été à l'époque, avait finalement été un cadeau. Il avait forcé une confrontation qui aurait pu autrement être évitée indéfiniment, nous permettant enfin de traiter le dysfonctionnement qui avait tourmenté notre famille pendant des années. Alors que Thomas et moi nous préparions à partir pour notre lune de miel, je me suis retrouvée à réfléchir à ce que je dirais à d'autres confrontés à des luttes familiales similaires. Le chemin vers des relations saines est rarement lisse et nécessite parfois une séparation douloureuse avant que la réconciliation ne devienne possible. Poser des limites n'est pas égoïste, mais nécessaire pour une connexion authentique. Et surtout, l'amour qui exige le sacrifice de soi sans réciprocité n'est pas de l'amour du tout, mais de l'exploitation déguisée en loyauté familiale. J'avais payé un prix élevé, tant financièrement qu'émotionnellement, pour apprendre ces leçons. Mais debout à côté de mon mari, regardant vers notre avenir avec optimisme et entouré d'une famille transformée par l'honnêteté et le respect, je savais que le coup en valait la peine. Et vous? Avez-vous déjà dû poser des limites difficiles avec vos proches? Pensez-vous que les relations familiales devraient être inconditionnelles ou le respect mutuel est-il nécessaire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour d'autres parcours de croissance personnelle et de guérison familiale. Merci d'avoir écouté et rappelez-vous que parfois, s'éloigner est la première étape vers la construction de quelque chose de meilleur.